On n'est pas dans le pays pour. On va parler des riches. Les gens qui sont riches, pourquoi sont-ils utiles dans ce pays? Est-ce qu'il faut leur cracher dessus? À quel moment on est riche? À quel salaire on est riche? Qu'est-ce qu'on appelle un riche? Combien il y a de milliardaires en France? Est-ce que la France est un pays riche? Tout ça avec Fabrice Dalméda qui est avec nous. Soyez bien. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bienvenue. Déjà, t'as une bonne tête de capitaliste. Ouais. Personne riche. Ah ouais, il n'est pas arrivé avec un moto comme ça. Tu sais, quand tu reçois un communiste, il a une écharpe, une pipe. Alors, cher Fabrice, bravo pour le bouquin que j'ai lu. Merci. Parce qu'en fait, il est passionnant, parce qu'il y a de la sociologie sur la France, sur l'histoire. Est-ce que la France, déjà, est un pays riche? Combien il y a de milliardaires en France? En France, on en a un peu plus d'une quarantaine, je crois 43 si mon souvenir est exact. Pas mal. On en a, et ce qui est assez surprenant parce qu'on a une population beaucoup plus grande, à peu près autant que la Suède. On en a moitié moins que la Russie. Et on en a à peu près 20 à 25 fois moins que la Chine et 20 fois moins que les États-Unis. Ce qui veut bien dire, effectivement, 2 fois moins que l'Allemagne. pardon de le dire, hein, mais pour les générations qui sont beaucoup plus jeunes, dans quelques années, le français, vous l'apprendrez comme le latin, ça sera une langue morte. Et vous parlerez chinois et espagnol. Maintenant, parce qu'on va relever le défi. Oui, bien sûr. La Grèce antique avait déjà dit ça, et maintenant vous allez les visiter avec un Et le ticket. plus grand milliardaire du monde est français. Ah ouais, Ouais. en ce moment, Oui. faut en profiter. Bernard Arnault. Bernard, Ouais, faut en profiter. Mais en Europe, est-ce qu'on est le pays où il y a le plus de milliardaires? Non, en Europe, c'est l'Allemagne. Le C'est pays où il y a l'Allemagne? plus de milliardaires. Et le ouais. deuxième? Ensuite, on doit avoir Suisse? la grande... c'est-à-dire, si on compte par habitant, Ouais. c'est la Suisse. Ouais. Mais je pense que l'Angleterre en a plus. Ouais. Par habitant aussi, il ne faut pas sous-estimer les... J'ai parlé de la Suède. Ouais. Suède, Danemark, il y a beaucoup de Moi, milliardaires. ce qui m'étonne, pardon, un peu de politique de ce que vous me dites, c'est que Suède, Angleterre, souvent, vous citez souvent des pays en fait, qui sont très très riches, qui ont beaucoup de milliardaires et qui sont sortis de l'Europe, très souvent. Oui, mais quand même, la fortune solide, c'est quand même l'Allemagne. L'Allemagne, Hein, absolument. quand même, il y a de quoi faire. Alors, vous dites, ça va vous passionner, vous écrivez 1% des plus riches possèdent en France 50% des richesses. Ouais. C'est incroyable. Oui, mais j'allais dire, c'est un petit peu dans le mood. Si on compare à l'échelle mondiale, on n'est pas très loin. On a à peu près des chiffres équivalents. Ça doit être à 40-45%. Et j'ai lu je me suis renseigné parce que votre livre m'a passionné. Par exemple, quand on gagne 2200 € par mois à peu près, on fait partie des 30% des Français. Et 1% des Français gagnent 9000 € net par mois. Ça veut Ouais. dire que si vous gagnez... à partir de 9000 € par mois, vous faites partie des 1% On des fait partie des 1%. Et souvent, on n'a pas ces chiffres-là. Mais en fait, être riche, c'est pas seulement des revenus. Ah, C'est en général un capital, un patrimoine. à patrimoine. Et donc, si on commence à regarder le patrimoine, là, ça accroît un petit peu le nombre de personnes qui sont riches en France. Et les gens qui sont riches en France, est-ce que, pardon, on est débiles et on n'arrive pas à l'être? Ou est-ce qu'en fait tous viennent de grandes familles dont ils héritent et qu'ils récupèrent? Alors, il y a riches et riches. Oui. Il y a des petits riches. Quelqu'un, comme vous dites, qui gagne 9000 € par mois, s'il n'a pas de patrimoine, Ouais. c'est un petit riche, en réalité. M'étonne. Et après, il y a les vrais riches dont je parle dans le livre, c'est-à-dire Oui. ceux qui sont capables de mobiliser énormément d'argent. Non, on n'est pas un pays débile, il ne faut pas croire. On est un pays à peu près comme les autres, on a à peu près la même structure. Au fond, hein, quand on regarde l'ensemble de la planète, les familles riches, très 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 riches, hein, c'est ça dont je parle, il y en a toujours la moitié qui est héritière et la moitié qui a fait fortune Ah, ça c'est elle-même. hyper important. Et sauf dans On un appelle pays, les nouveaux riches. Voilà. Voilà. Sauf dans un pays, l'Allemagne, où c'est 70% d'héritiers et seulement 30% de Ah, nouveaux donc on est riches. quand même plus malin qu'eux, on se démerde mieux Ben, qu'eux, quand même. oui, en tout cas, on a des gens qui arrivent à faire fortune en une génération. Je suis souvent assez bluffé par des gens. Et là où votre bouquin est politiquement incorrect quand même, c'est que vous dites, voilà, pour tous ceux qui disent le contraire, en gros, vous dites, eh bien, les riches en France, enfin dans un pays, on va parler de la France, fabriquent l'avenir. Ne les perdons pas. Ah oui. Ben, parce qu'ils concentrent l'investissement. Enfin, ils concentrent tellement d'argent qu'ils concentrent l'investissement. Ouais. S'ils concentrent 50% de la fortune nationale, ça veut dire que c'est eux qui vont placer l'argent. Ils sont en quelque sorte nos têtes de pont pour savoir où est-ce qu'on va investir. Ouais. Ah, c'est nos cobayes, quoi. Ouais, ou nos... Nos Sherpas. Oui, là, on va lire les premiers de cordée, ça rappellera quelqu'un. Oui, c'est un petit peu ça. Ils sont ceux sur lesquels ceux dont on pense qu'ils sont capables d'investir et de le faire intelligemment et bien. Et pourquoi vous avez voulu, comme ça, écrire un bouquin sur les milliardaires? D'abord, pourquoi ils ont parlé?
Moi, je suis souvent historien. Oui. Je suis historien. Donc, au départ, j'ai commencé à travailler sur un autre régime qui était l'Allemagne nazie. Et j'avais regardé les relations entre l'argent et le pouvoir. Ouais. Et je me suis dit, mais comment ça se passe ailleurs? Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire une histoire plus générale des rapports entre l'argent et le pouvoir. Et c'est un peu ça le Et c'est une question le fond qui du livre. m'appassionne aussi. Après, je sais que mais pardon, mais la richesse. C'est économiste, hein. On aurait fait un bouquin sur les pauvres, j'aurais eu 2 questions. Mais non, mais ça me passionne. Aux États-Unis, on sait très bien que la politique n'a aucun pouvoir. Les riches l'ont. On le voit avec le lobby des armes, par exemple. Ça fait des années qu'on veut l'enlever. Ils disent non. C'est tout. Et sinon, tu n'es pas réélu. Et même les gens riches payent les campagnes. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'en France, ce sont les milliardaires ou ce sont les hommes politiques qui tiennent les rênes du pays? Alors, ça dépend des comme dirait l'autre, ça dépend des moments. Ouais. Il y a des moments dans notre histoire où effectivement le pouvoir politique est très très puissant. En général, quand on regarde les guerres mondiales, à la Première Guerre mondiale, le pouvoir politique a imposé beaucoup de choses aux riches. Il leur a imposé de prendre des fonds d'investissement, enfin des obligations, en fait, des emprunts d'État. Ils en ont pris beaucoup alors que les emprunts étaient très mauvais. Ouais. On leur a imposé l'impôt sur le revenu. Il n'y avait pas d'impôt sur le revenu avant la Première Guerre mondiale. Il faut avoir conscience de ça. Et le pire, c'est que c'est un impôt où ils devaient faire eux-mêmes la déclaration. Oh Et il n'y avait pas de contrôle. Donc ceux qui acceptaient de payer, c'était... Ouais. Et en fait, une bonne partie des riches ont accepté de payer. Donc ça veut dire qu'il y avait quand même une logique patriotique. Depuis, au fond, la Ve République, on s'aperçoit que c'est quand même... Il y a un certain nombre de choses qui sont négociées, qui sont discutées. On ne peut pas dire que c'est les riches qui ont absolument le pouvoir ou que c'est le pouvoir politique qui mène complètement la danse. Et on essaye de On se le voit. débrouiller. Enfin, on l'a Voilà. vu avec Total, Engie et tout, c'est difficile. Fait, quand c'est privé et tout ça, la politique n'a pas beaucoup de pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est que dans les années 80, vous dites, à l'instar des top modèles, Naomi Campbell et tout ça, les riches ont un ego surdimensionné, encore pire que les stars de télé et tout ça. Et ça devient des stars dans les années 80. Et là, c'est le concours de tub, qui a le plus gros jet, qui a le plus gros machin. C'est vrai en France, C'est vrai hein. ou non? Oui, mais parce qu'effectivement, c'est ce que dit Laurent Fontaine, à ce moment-là, dans les années 80, on se dit c'est toute entreprise. Il y a eu Thatcher en Angleterre, Reagan aux États-Unis. En France, les socialistes changent de philosophie à partir de 83-84. Donc c'est l'entreprise, c'est ce qu'on veut mettre en avant. Et donc ça pousse et ça met en vedette des riches. On parle de Tapi, mais il faut se souvenir de Jean-Luc Lagardère à l'époque, d'Alain Gomez, qui était le PDG de Thomson. Ouais. Ça devient des figures qui tout d'un coup sont Calvez chez Peugeot, qui passent au journal télévisé. Et même les Français se disent tiens, pourquoi un Calvez Ouais. ne serait pas candidat à la présidence Mais de la Tapi, t'as raison. République? Eh bien, Oui. avec la décomplexion qu'elle avait, parce que moi je me souviens au début des années 80, on a commencé à voir arriver les émissions avec les faiseurs de fric. Et il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelait Les faiseurs de fric de Dominique Fischer, Exactement. où il y avait Tapi. Et c'est là qu'on a eu cette espèce de D'accord. décomplexion absolue Ouais. de l'année, toutes les années 80. Et au même moment, aux États-Unis, eh ben, il y a la financiarisation, il y a Anthony Blinken, il y a des nouvelles manières d'investir qui sont devenues ensuite des films. Le Loup de Wall Street, Oui. ça raconte ces aventures-là. Et alors, quand je parle Et- d'ego, et c'est que chaque année, le magazine Forbes, qui est un magazine américain, classe le classement, un peu comme les animateurs préférés des Français, le classement des plus grandes fortunes. Exactement. Et il paraît que celui qui passe 2 ou 3, il y a eu des anecdotes de personnes que je ne citerai pas, le un étant Bernard Arnault, et puis on a évidemment Pinault, tout ça, qui avait perdu, je ne saurais pas dire lequel c'est, il prenait un petit déjeuner, il ouvre Forbes, et il voit qu'il passe derrière son ennemi, et il embarque tout le petit déjeuner, et il jette tout, et il pique une crise de nerfs. Dans les films. Il pèse 783 milliards de dollars, mais il a appris qu'il a perdu 100 millions, et que du coup, il passe derrière son ennemi. Alors, C'est vrai, ça? ouais, mais vous imaginez Elon Musk, qui en quelques semaines a perdu 200 milliards. Ouais. 200 milliards, faut avoir présent à Ouais. l'esprit, simplement parce que le cours de l'action Tesla a Ouais. baissé. Donc c'est oui, effectivement. Mais parce que, au fond, chez ces grands fauves, chez ces grands riches, il y a toujours l'envie d'être meilleur. Il y a toujours envie. Et puis, il y a aussi un petit frisson, c'est qu'ils ont le sentiment que aussi vite ils sont montés, aussi vite ils pourraient descendre. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils vivent un petit peu dans une angoisse et dans une pression constante à surveiller les cours de bourse, à surveiller Mais la moindre chose de leur entreprise. J'ai une question à vous poser qui m'intéresse parce qu'il y avait un économiste américain qui avait dit si vous n'êtes pas millionnaire à 30 ans, vous ne le serez jamais. Sous-entendu, c'est quelque chose qu'on a en soi, l'argent. Et je me souviens de Bloomberg, qui était le maire de New York, qui touche 100 millions d'euros, de dollars à l'époque, et on lui dit qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que nous, tout le monde ici, on dit on s'achète une maison dans le sud de la France, une maison à Paris, une belle voiture et on kiffe. Ben, il a dit je vais tout réinvestir. C'est-à-dire que c'est une maladie? Non, c'est pas une maladie, c'est une passion. C'est une passion. Et il faut avoir présent à l'esprit que le bon riche, le vrai riche, est un riche actionnaire. C'est quelqu'un qui détient une entreprise. C'est pas seulement quelqu'un qui gagne de l'argent. Bernard Arnault, en fait, son salaire, je crois que c'est moins de 2 millions d'euros par an.
Hein. Mais ces revenus en actions, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça n'a rien à voir. Donc quelqu'un qui gagne comme ça plusieurs centaines de millions d'euros, il les réinvestit immédiatement. C'est comme ça que Liliane Bettencourt, en fait, a été la meilleure actionnaire de sa génération. Elle réinvestissait tout. Et ensuite, elle avait des tactiques, elle se faisait présenter tous les produits, elle était très attentive. C'est des gens, au fond, hein, c'est des gens qui bossent comme des dingues. Faut pas se mentir. Hein. La plupart du temps, nous, on s'imagine le riche sur une plage dans le Pacifique, allongé, en train de boire des cocktails. Non, c'est pas vrai. La plupart du temps, le riche, il est dans un bureau, en train de regarder des chiffres, en train de recevoir des gens, de chercher des opportunités d'investissement. Et effectivement, pendant que nous, quand on gagne de l'argent, on le dépense, eux, ils réinvestissent. Je n'ai plus le droit qu'à deux questions, donc je vais prendre, Déborah, et la dernière, ce sera la mienne. J'avais une question. Vous parlez de Michael Jackson aussi dans votre livre, par exemple, et je me suis toujours demandé pourquoi, quand les gros classements sortent comme ceux de Forbes, on n'y voit jamais des noms de célébrités ou de gens connus. Parce qu'ils sont Ce sont que des hommes d'affaires. Alors, tu penses qu'on alimente PMP People? T'es dans le classement de Forbes? Mais non, mais un Michael Jackson, par exemple, j'ai toujours pensé qu'il pouvait se trouver. Comme toujours, Laurent est à la pointe. Mais regardez, J.K. Rollins, elle a pas fait fortune à 30 ans et maintenant elle a créé un empire. Exactement. On peut faire fortune pas dans les plus grosses fortunes. Soros est devenu riche après 30 ans. Non, mais il y a Kylie Jenner. Il y en a beaucoup qui sont devenus riches. Elle est très riche. Alors, Fabrice, j'ai une dernière question. Il y a Oprah Winfrey qui fait partie des stars. Fabrice. Il y a Michael Jordan qui aujourd'hui fait partie. Fabrice, j'ai une dernière question. Et après, vous savez quoi? On va voir s'ils ont un peu des couilles ici sur cette émission. Dernière question. Quand François Hollande a dit un jour, à 4 000 euros, à combien est-on riche? À 4 000 euros, on est riche. Alors, il suivait la logique des organisations de lutte contre la pauvreté. Les organisations de lutte contre la pauvreté considèrent qu'on est riche quand on touche 3 fois le salaire minimum ou 2 fois le salaire médian, c'est-à-dire environ 4 000, 4 500 euros aujourd'hui. Et les Français eux-mêmes, quand on les interroge, disent qu'on est riche à peu près quand on gagne 5 000 euros par mois. Mais la réalité de notre monde, c'est qu'on est riche quand on est puissant. Le mot riche, en fait, au Moyen-Âge, ça signifiait puissant. Et donc les puissants par l'argent, c'est des gens qui ont des fortunes, mais beaucoup plus colossales que ça. C'est pour ça que je parle de milliardaires, c'est pour ça que je parle même de multimilliardaires, des gens qui peuvent peser sur la politique mondiale. Bon, bah ça, c'est vraiment génial. Franchement, bravo. Et sur l'urbanisme, hein, parce que Bernard Arnault, par exemple, qu'il soit très riche, c'est pas gênant du tout, mais il colonise des quartiers de Paris qui sont plus parisiens. Et en même temps, il colonise et il collectionne des vignobles. Il a plus d'une 50aine d'appellations parmi les plus grands champagnes, dont Pérignon. C'est tout le problème, c'est parce et des champagnes que je bois aussi plus modestes, comme le Mercier. Bah effectivement, c'est vrai que les riches, parfois on les méprise parce qu'on les jalouse. Mais il faut les garder parce que... on n'a pas trouvé pour l'instant d'alternative. C'est-à-dire que les pays où il n'y a pas de riches, en général, sont des pays où on vit moins bien que les pays où il y a des riches. Et pourquoi tu crois que je colle Cyril Hanouna? Merci beaucoup, Fabrice. Merci, Fabrice Delmeda, d'avoir été avec nous. C'était passionnant. Mais vous êtes les plus riches, hein. C'est passionnant. Le bouquin est passionnant. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est des livres à lire sur la plage ou en vacances parce que c'est génial. Tu apprends des trucs incroyables. Et effectivement, il y a des gens qui sont bien nés quand même.